3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Claudia Panzeri est avec nous, directrice des investissements d'UBS France. Bonsoir Claudia. Bonsoir. Nathalie Benatia nous accompagne, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Grégoire. Et nous sommes ravis d'accueillir Louis Albert ce soir, directeur de la gestion action d'Oris Gestion. Bonsoir Louis et bienvenue. Grégoire, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Parlons action avec vous Louis et parlons de l'IA. L'IA qui est un thème, j'allais dire, qui nous amène aux frontières de toutes les dimensions de l'analyse aujourd'hui, que ce soit microéconomique ou macroéconomique. Mais commençons par la partie micro avec ces 3 premiers hyperscalers, comme on les appelle, qui ont publié leurs résultats hier soir. Microsoft, bien sûr, Alphabet, Google et Meta. Qu'est-ce qui fait la différence, quand on regarde les réactions de marché, qu'est-ce qui fait la différence entre la publication d'un Alphabet Google, par exemple, et celle d'un Meta, dont le titre se crache de plus de 10% au moment où on se parle? Il est intéressant de noter que déjà, les 3 ont bien publié. Le point d'attention des marchés, c'est les CAPEX. Et il y a des CAPEX qui sont très différents d'une société à l'autre. Quand Alphabet annonce des CAPEX qui restent colossaux, avec la capacité de les monétiser rapidement à travers YouTube, à travers Search, Meta annonce avec beaucoup d'entrain pour Mark Zuckerberg, qui a lancé des CAPEX importants en 25 et une accélération en 26, des CAPEX qui pourraient être considérés comme moins monétisables, plus de recherche. Et ça plaît beaucoup moins au marché, d'autant plus que Meta, on le sait, en 2019, a pris un virage stratégique. De mémoire, c'est 40 milliards de CAPEX annoncés. Et finalement, pullback, on revient en arrière. Ça reste dans les mémoires des investisseurs. Tout reste. Louis, tout reste. Non, parce que parfois, le marché, le cours de bourse avait quand même bien dévissé. On se souvient. C'était un bon point d'entrée, mais le cours de bourse avait bien dévissé quand même. Oui, j'imagine divisé par 2. Enfin, c'est ce qu'on peut attendre de ce genre de réaction de marché sur la durée quand on se trompe effectivement de virage. Et puis Microsoft, c'est entre les deux. Alors voilà. Mais je veux bien qu'on revienne. Qu'est-ce qui fait qu'Alphabet Google a une capacité supérieure à monétiser effectivement ses investissements en IA quand le marché doute encore de la capacité de Meta de le faire demain? Alphabet a les outils où ils peuvent appliquer directement l'IA dedans et le monétiser. Donc en fait, ils ont une partie de leur IA qui est consacrée aux dépenses d'infrastructure, très long terme, durable, et l'autre partie qui est monétisable tout de suite. Ouais. Alphabet, c'est beaucoup plus de la recherche. Alphabet, Facebook, Meta. C'est beaucoup plus de la recherche. Évidemment, ils ont du bon chiffre d'affaires, la société est saine, mais Mark Zuckerberg fait le pari d'investir tout ce qu'il gagne, tout le cash, voire un peu plus. Et ça peut... le marché met un prix sur ce risque-là. Ne pas être bien pris par le marché. Bon, c'est des boîtes qui vont déployer... plus de 100 milliards de dollars de CAPEX l'an prochain tournés vers l'IA et l'infrastructure IA. Et puis, il y a au milieu de tout ça le cas Microsoft, alors, qui a vécu une semaine intense. Une semaine folle. Avec un deal fou. Un approfondissement. Alors, pourquoi ce deal est fou? Parce que c'est le partenaire historique d'OpenAI. Et donc, ils ont fait x10 là, sur leur mise dans OpenAI, avec désormais 27% de capital. Ils ont réussi à monétiser au mieux leur investissement à un moment où personne ne croyait, on ne parlait pas d'IA encore. En 2019, quand OpenAI fait la tournée des popotes pour aller voir tous les grands, personne ne les écoute. Non. Microsoft dit, moi, je veux bien mettre 1 milliard. Et ils ont mis un peu plus de 10 milliards sur quelques années. Je rappelle, ChatGPT, la révélation au monde, c'est octobre-novembre 2022. C'est-à-dire qu'en 2019, personne ne sait de quoi on parle. Personne. Ils ont mis 13 milliards contre le partage à 50-50 des résultats futurs. Aujourd'hui, ils ont échangé cette propriété financière que sont ces 50% contre 27% du capital. C'est évidemment un très bon deal, d'autant plus que OpenAI va rentrer en bourse un jour. Donc, visiblement, peut-être, l'an prochain, sur la base d'une valo d'entreprise de 1 trillion de dollars. Enfin, c'est les dernières infos qu'on a eues. Donc, c'est un très, très bon deal pour Microsoft. Microsoft, dans la course au CAPEX, là, Satya Nadella nous dit on va doubler la surface de nos data centers en 2 ans. Impressionnant. 140 milliards de CAPEX prévus l'an prochain pour Microsoft. C'est des chiffres qui commencent à faire tourner la tête, évidemment. Claudia, comment vous considérez ces résultats? C'est des boîtes systémiques aujourd'hui, j'imagine, pour le marché, en tout cas. Est-ce que ces résultats, au-delà de la réaction intraday parfois un peu virulente pour un titre comme Meta, est-ce que ces résultats
peuvent valider, confirmer l'optimisme et l'argent qui est mis par les investisseurs dans ce thème de l'IA à ce stade? Alors, je pense qu'il y a deux facteurs. Il y a un facteur risque qui est dû à la concentration des marchés. On voit effectivement que depuis maintenant 12 mois, les grosses sociétés de l'S&P, leur poids devient de plus en plus important. Donc, en fait, il y a une problématique de diversification pour tous les investisseurs qui sont un investissement passif. Donc, nous, on n'arrête pas de le dire, faire attention, accumuler des investissements sur les ETF parce qu'il y a une concentration qui est très importante. Mais deuxièmement, le fait que vous avez 3 des grosses sociétés de l'S&P qui confirment la tendance d'investissement en CAPEX est quand même un facteur que je dirais assez positif, pas seulement à niveau microéconomique avec des croissances des profits pour certaines sociétés qui vont profiter de ce CAPEX, mais à niveau macroéconomique. Je me souviens, on en parlait il y a 3 ou 4 semaines, quand on regarde la composition du PIB américain, on voit la contribution du CAPEX, des investissements privés, on n'a pas encore les investissements publics qui drive la croissance du PIB américain, alors que historiquement, on était tous concentrés sur le consommateur américain pour voir si les ventes au détail étaient porteurs ou le marché de l'emploi. Donc aujourd'hui, un facteur de croissance qui reste là et qui pour moi est porteur. Alors, je pense que ce qui rend le marché volatile aujourd'hui, c'est le questionnement justement, et c'est déjà cité, le questionnement de la monétisation du CAPEX. On ne peut pas le savoir aujourd'hui. Comme on ne le savait pas en 2000, c'est le CAPEX a été rentable ou pas. Par contre, pour répondre un tout petit peu à la question bulle ou pas bulle, je pense qu'il y a des énormes différences entre les investissements en CAPEX aujourd'hui et les investissements en CAPEX pendant la bulle de 2000. Les investissements étaient sourcés avec de la dette, avec des taux d'intérêt qui augmentaient. Aujourd'hui, ils sont sourcés avec du cash. Dans un environnement où la croissance nominale américaine est à 5% et les taux d'intérêt sont en train de baisser. Donc, on pourrait bien être dans une bulle qui perdure encore pendant du 6 ou 12 mois sans voir cette bulle s'éclater. Et donc, nous, par exemple, dans notre portefeuille, toute correction, toute repli des marchés en opportunité... C'est un buy the dip. Exactement. On a encore généralement beaucoup de liquidités parce que beaucoup d'investisseurs s'étaient investis dans des dépôts à terme qui rémunéraient plutôt bien. Aujourd'hui, les dépôts à terme ne rémunèrent plus rien et donc à côté, il y a des liquidités pour pouvoir investir et des corrections sur des sociétés sur lesquelles on sait que la rémunération des investissements sera positive, mais on revient sans trop d'inquiétude pour les prochains 6 mois. Je ne dis pas pour les prochains 5 ans parce que ça peut être différent. Et puis, il y a une autre chose. Moins de dette. Non, mais je reprends votre point, Claudia. Moins de dettes pour financer ces CAPEX qu'au moment des TMT dans les années. Oui, mais là, par exemple, Meta annonce 25 milliards de ventes d'obligations. Oui, mais c'est pas grand-chose. C'est une boîte à 2 trillions de dollars. Je suis d'accord. Mais c'est rien. Mais elles font quand même un peu de dette. Et dans le privé, peut-être qu'il y a aussi un peu de dette quand même autour de ce thème. Alors, quand on regarde les différences entre les investissements avec des émissions de dettes à des taux très élevés en 2000 et aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Ce qu'on voit par contre, et c'est assez symétrique, c'est le fait que les sociétés qui faisaient de la tech payaient des share buyback, des rachats d'actions à 100 milliards. Aujourd'hui, ils ne font pas des rachats d'actions à 100 milliards et ils investissent cet argent dans le CAPEX. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est moins de rémunération à l'instant T par l'actionnaire, mais c'est du retour sur capital qui, même s'il ne va pas être en ligne avec les attentes, ça va être positif. Donc, je pense que ce qu'il faut observer, c'est effectivement combien est mis et financé via l'equity et combien est financé via la dette. Et aujourd'hui, ça reste quand même assez faible. Donc ça nous donne quand même l'image d'un environnement, au-delà des montants qui font tourner la tête, qui reste suffisamment sain pour qu'on reste exposé évidemment à ces valeurs-là et à cette thématique. Alors, bien sûr, mais comme je le disais au départ, attention au risque de concentration. Je pense que c'est particulièrement important aujourd'hui par rapport à il y a 12 mois, voire 2 ans, vérifier dans les portefeuilles la concentration qui ne cesse pas d'augmenter compte tenu de la performance des sociétés. Comment on s'expose dans une gestion action à ce thème de l'IA en ayant conscience du risque, pas peut-être pour les 6, 9, 12 prochains mois, j'en sais rien, mais peut-être un risque à horizon de quelques années. L'histoire rime parfois, et donc l'histoire des surinvestissements, des surcapacités, elle est arrivée plein de fois dans ces cycles de développement de nouvelles technologies en l'occurrence. Comment rester exposé à ce thème en ayant conscience des risques qu'il comporte de concentration et peut-être demain de surinvestissement? Il y a un risque de concentration aussi parce que ces CAPEX sont portés par les entreprises qu'on a citées précédemment, qui sont des entreprises qui sont rentables.
Et le risque en est très diminué. En 2000, bon nombre de sociétés n'étaient absolument pas rentables. Donc c'était de la dette, C'est pas ça. de cash flow, pas de rentabilité, et tout disparaît. Mhm. On Comme peut vous se le disiez souvenir tout à l'heure, Meta peut faire une erreur à Ah. 40 milliards, ça remet Ouais, pas en ça cause repart. la viabilité de Mais ça l'entreprise. repart. Mais c'est un coup d'erreur marginal. Les pour eux, investisseurs presque. n'aiment pas parce que ça manque de Ah non, stratégie. pendant On a 2 besoin, ans, on n'en on a parle besoin plus. de vrais capitaines Mais bien sûr. de commandos au Bien long sûr. cours Ouais. sur des sociétés comme Mais ça. ils peuvent se permettre ce genre qui ont- d'erreur, quoi. Sam Altman a dit hier ou avant-hier qu'il avait le job le plus important de l'histoire. Ah, il a dit ça. Ah, Ouais, bah, je crois ouais. que c'était hier. Mais Ouais, ouais. c'est intéressant le point sur les free cash flow et sur le rendement, parce qu'encore une fois, la grosse différence entre 2000, on le sait toujours a posteriori, la rentabilité de l'EBITDA des sociétés était inférieure à 10%. Aujourd'hui, la rentabilité Mm. d'EBITDA de beaucoup de sociétés qui sont liées à la chaîne l'intelligence artificielle est supérieure à 20%. Ouais, ouais. Et le cash flow aussi, la génération Et ça, de c'est cash flow. clé. Mais le défaut, c'est que c'est centré sur quelques sociétés Oui. qui vont attirer tous les capitaux. Et donc, on a ce risque de concentration. Donc, pour répondre à la question Ouais. initiale, on est obligé d'être investi dans ces sociétés aujourd'hui. C'est incontournable. On se doit de diversifier aussi bien en dehors des US et aller chercher d'autres secteurs comme les banques européennes qui se comportent très bien, par exemple. D'accord. Oui, mais on change de secteur. C'est Ouais, des on évite de mettre D'accord. Ouais. à côté de ces géants de l'IA, Ouais, ouais. il y a des sociétés, mais honnêtement, elles se payent très cher, mais on ne sait pas si elles existeront dans 10 ans ou dans 15 ans, pour le coup. Il y en a aussi qui ne sont pas rentables. Donc, le profil de société qu'on a connu en 2000 existe quand même aujourd'hui. Donc, on a une grosse dispersion dans la qualité des sociétés, dans le profil économique des sociétés cotées en bourse IA. Et Puis il y a nous, on la fait- dimension publique, et puis il y a tout ce qui se passe dans le privé aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que le private equity a pris quand même une place énorme, Oui. et dans le thème technologique et dans le thème de l'IA, du quantique, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le privé et qui ne sont pas soumis à la vérité quotidienne des prix, pour dire les choses. Dans les infrastructures, il y a énormément d'investissements privés dans les infrastructures qui sont liés Bien au sûr. data center. Bien sûr. Donc, je trouve que c'est intéressant le point sur les banques européennes. Il faut éventuellement essayer de réfléchir à une construction du portefeuille où on n'a pas toute la chaîne intelligence Ouais, je artificielle, comprends, ouais. que ça parle des utilities, que ça parle de l'énergie, électrification. Il faut avoir cette thématique parce que c'est une thématique portante. Donc une Mais vraie il faut- mais une diversification. vraie diversification. Pas aller chercher juste des thèmes connexes à l'IA. Non. Ouais. Je pense qu'il faut avoir la chaîne, mais à côté, avoir des secteurs qui bénéficient d'un changement de réglementation. Aux États-Unis, par exemple, le secteur bancaire. Qui profitera de l'IA après. C'est Peut-être. intéressant aussi parce qu'aujourd'hui, Ou elles ne pas. sont pas directement concernées par les CAPEX, mais à première vue, la finance va profiter de l'IA, comme la santé va La santé profiter de aussi. l'IA, et ce n'est pas forcément encore Ouais, dans le les fait cours que ce du tout. soit financé avec du cash met les banques à moins un risque qu'en 2000 parce qu'on avait une hausse du crédit non performant, en fait, alors qu'il n'est pas le cas aujourd'hui. Mais c'est intéressant, les secteurs que vous citez, par exemple la santé, effectivement, on a beaucoup identifié la santé comme étant un des premiers secteurs qui allait bénéficier justement de ces technologies et de ce développement de l'IA. Est-ce qu'il y a une prime dans ces secteurs de la santé et de la pharma? Est-ce qu'il y a une prime liée à l'IA aujourd'hui? Ou est-ce que cette prime est encore à venir? Si elle y est, elle est Louis compensée par d'autres Ouais, points c'est ça, négatifs. parce que c'est pas un On a du secteur mal à qui y a voir un beaucoup peu clair. performé Non, quand même. On est clairement d'accord. Ok. L'IA et la macro, Nathalie, on en revient à vous. Si on reprend quand même la chronologie des décisions de banque centrale, la Fed hier soir, avec peut-être là où se pose le plus de questions sur comment l'IA bouleverse ou transforme le marché du travail américain. Alors avec en plus des grandes entreprises qui ne se privent plus d'annoncer des plans de départ, des coupes dans les effectifs. Ça a été Amazon, UPS bien sûr, Procter & Gamble, Target, etc. Voilà, on repart visiblement dans une séquence où les groupes vont annoncer des coupes d'effectifs et tout le monde se demande si c'est lié à l'IA et est-ce qu'on est déjà dans quelque chose qui apporterait des gains de productivité justement à l'écosystème américain. Alors, je pense que c'est compliqué de répondre à l'heure actuelle. Ce qu'on peut dire sur l'IA, ce qui vient des entreprises, alors au-delà des cas particuliers, par exemple dans le Beige Book, puisqu'avec le shutdown, c'est un des rares éléments qui recoupe un peu l'ensemble de l'économie, là, ces entretiens qualitatifs que les Fed régionales ont avec les entreprises de leur district. Plusieurs entreprises ont déclaré qu'elles embauchaient moins et une partie de ces entreprises
parce qu'elles font effectivement des investissements dans l'IA. Mais j'ai l'impression que du point de vue macroéconomique, on en est au niveau de l'investissement sans encore avoir vu les conséquences. Donc Powell a dit que de son point de vue, le marché du travail ralentissait, mais que la situation n'avait pas dramatiquement évolué en un mois. En un sens, il a peut-être minimisé les annonces des sociétés sur des baisses, d'effectifs. Ouais. Il dit ça parce qu'il a des données alternatives qui lui permettent de dire ça, ou il dit ça parce que tout le monde est dans le brouillard et que ça coûte rien de dire que la tendance qu'on observait il y a 6 semaines est la même aujourd'hui. Je Nathalie. pense qu'il est un petit peu dans le brouillard. Alors, ceci dit, dans les statistiques sur l'emploi hebdomadaires, celles au niveau national ne sont pas publiées, mais celles au niveau des États le sont, et ces statistiques ne montrent pas d'inversion de tendance vers une augmentation massive des inscriptions au chômage. Nous n'avons pas eu le rapport sur l'emploi début octobre, on risque de ne pas en avoir début novembre. On a en revanche l'autre rapport sur l'emploi privé qui s'appelle ADP, qui a montré, alors pour septembre, donc c'était le 2e mois de destruction nette, entre guillemets, d'emploi, pas des chiffres spectaculaires, mais cette tendance à la destruction. Donc oui, il y a probablement ce rééquilibrage du marché, enfin plutôt que rééquilibrage, maintenant il faut parler d'un marché où finalement le rapport de force a changé. C'est plus les employés qui peuvent trouver facilement un travail et qui donc demandent des augmentations de salaire et changent de travail, mais c'est manifestement les entreprises qui ont à nouveau un peu plus la main et sur la décision. Hormis quelques cas particuliers, elles ne sont pas engagées dans une phase de licenciement massif, mais vraisemblablement, elles réfrègnent les embauches. Ok. Sur la question des gains de productivité, qu'est-ce que vous dites? Parce que les indicateurs de Nowcasting nous disent que l'économie américaine au 3e trimestre tourne encore à plus de 3% de croissance, peut-être même proche de 4 au moment où on se parle. Et on a en même temps ces chiffres qui montrent un peu de destruction d'emplois selon ADP, des coupes, alors emblématiques, c'est des anecdotes, mais qui font quand même parler. Est-ce que pour réconcilier les deux, la question de la productivité se pose là aujourd'hui? C'est une question qui logiquement se pose, mais la productivité, c'est un animal compliqué à attraper et à mesurer. Donc oui, logiquement, plus de croissance avec moins d'heures travaillées, ça fait plus de productivité horaire, mais on verra sur les chiffres, sachant que ça peut être surtout à ces débuts de cycle assez volatile. Et puis on sait bien, on a tous dans l'idée que oui, la productivité a augmenté parce qu'on utilise le smartphone pour acheter des billets de n'importe quoi, de théâtre, de train, d'avion, mais ça se voit pas de façon spectaculaire dans la productivité. Toujours le même paradoxe. Voilà, c'est toujours un petit peu la même idée sur productivité dans les services qui est encore plus difficile à mesurer. Mais c'est vrai que la question là, et on l'a vu, chez Powell qui en a parlé spontanément, si j'ose dire, du rapport entre investissement dans l'intelligence artificielle et emploi. Christine Lagarde, la question lui a été posée, elle a répondu c'est compliqué, oui on regarde aussi, mais on n'a pas d'éléments. Mais finalement Powell a dit on regarde, donc pas dit grand-chose de plus. Directement concernés, peut-être un peu plus que nous aux États-Unis, peut-être un peu plus que nous en Europe, on va dire. Oui, ça c'est pas certain qu'il y ait une telle différence de rythme. Il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis, mais j'ai l'impression que ça commence également en Europe. Ça, elle l'a dit aussi d'ailleurs, que dans les enquêtes, là aussi les entretiens un peu non pas informels mais qualitatifs, ça ressort de ce qu'ils disent, de ce que les entreprises disent à la BCE. Entreprise par entreprise, on a des soupçons ou des évidences que l'IA apporte déjà des gains de productivité ici et là? Pas encore. Pas encore. Les boîtes IT qui sont des candidats évidents à l'IA nous disent qu'ils sont vraiment sur le sujet, mais ils n'arrivent pas vraiment à quantifier. Mais c'est là. L'IA a un potentiel, je pense, de gain de productivité qui est colossal. J'ai envie de dire illimité presque, mais c'est peut-être infini, mais très bien. Nous sommes le 30 octobre 2025, les gains sont illimités et infinis. Claudia? Moi, je vois mon usage et je peux dire que le gain de productivité est juste énorme sur certaines tâches qui étaient répétitives. Plus besoin de junior alors? Mais en fait, il y a quelque chose qui est très intéressant parce que je me méfie toujours un peu des résultats une fois que j'utilise ChatGPT, mais le fait d'identifier la source de manière immédiate, ça fait gagner une demi-journée. Si vous cherchez de la data
et vous êtes sur le site et vous avez plein d'informations, vous êtes obligé à regarder chaque information. Quand vous avez la source, vous allez directement à la source et vous avez gagné des heures, en fait. Et je trouve que même au-delà des résultats même, ça permet d'aller à la source rapidement et vérifier les résultats aussi. Donc, pour moi, c'est un gain de productivité et je pense que dans le secteur bancaire, c'est un gain de productivité très important parce que je vois l'implémentation et l'usage chez nous qui est poussé. On a beaucoup d'investissements. Ça permet effectivement de gagner pas mal de temps sur des tâches répétitives. Oui, Alors, les banques qui sont des gros développeurs d'IT aussi, hein, ne l'oublions pas. Hein, ça se tamponne un peu avec la cybersécurité. Oui, voilà. Je reviens à la Fed, Nathalie, au-delà de l'IA, de la macro, du flou qui entoure le marché du travail aujourd'hui, quand bien même il continue de ralentir. Est-ce que Jérôme Powell a encore la main sur son board? On a rarement vu... Alors, des votes divisés au sein de la Fed, ça arrive. Là, en l'occurrence, on a... Alors, comme souvent ça arrive du côté de la Banque d'Angleterre, paraît-il, on a des dissidences, mais dans les deux sens. Oui. C'est-à-dire Schmidt de Kansas City qui voulait le statu quo, ne pas continuer de baisser les taux, et Myran qui enfonce le clou avec un 50 points de base, en tout cas une volonté de faire baisser, d'avoir une jumbo cut à un moment dans ce cycle de baisse de taux de la Fed. Oui, c'est effectivement beaucoup plus rare que la Banque d'Angleterre où ça arrive pratiquement à chaque réunion. Mais là, on a cette situation où d'ailleurs ça a déjà commencé en juillet où 2 membres avaient voté pour une baisse immédiate. Est-ce que Jérôme Powell a encore la main? Donc la tradition au sein du FOMC, c'est que le président arrive avec 3 propositions de vote. Hein. Donc là, on peut imaginer qu'il a proposé statu quo, baisse de 25, baisse de 50. Sachant que finalement ce n'est pas si quelqu'un, c'est d'ailleurs étonnant, j'imagine que si Myran voulait vraiment proposer 100, il pourrait le faire, parce que ça c'est pas gravé dans l'or. Or il ne le fait pas. Voilà. D'accord. Donc il remet à chaque fois 50. Il pourrait demander 100, à force de demander 2 fois 50. Il remet 50. Bon. Donc est-ce que Powell a encore la main sur son comité? Moi j'ai l'impression que ça s'est non pas calmé peut-être, mais c'est vrai que la décision de la Cour suprême sur le cas de Isaac Cook, finalement, ça a été peut-être envers la Maison-Blanche une façon de dire il ne faut peut-être pas aller si vite en besogne, ou en tout cas aller si vite tout court. On la maintient, elle peut se maintenir en poste, et on écoutera les arguments de l'administration en janvier. Donc il y a eu quand même une volonté de calmer les choses. Ça avait été le cas également. Alors, bon, c'était un peu technique. Donald Trump avait pu limoger plus exactement 2 chefs d'agence fédérale. Et dans son jugement, la Cour avait décrété d'accord, il peut le faire, et il avait précisé. Mais pour la Fed, c'est pas du tout la même chose. On avait protégé la Fed. Donc il y a quand même ce garde-fou. Et finalement, modifier du tout au tout la composition du comité, c'est pas quelque chose de si facile à faire. Il faut qu'il y ait des places qui se libèrent, etc. Donc j'ai l'impression. Alors, j'ai pas regardé, j'avoue, je sais pas si Trump a tweeté sur la... Non, je crois pas. J'ai pas l'impression, justement. Rentrée de Séoul et de Busan, en tout cas, c'est la Chine. Il était occupé. Il a plus tweeté sur Xi Jinping ces dernières heures que sur Jérôme Powell. Donc, il n'est pas allé jusqu'à qualifier de formidable cette baisse de 25 points de base, mais... Bon, il l'avait copieusement insulté à la veille du meeting, encore une fois. Mais bon, rien de nouveau. J'ai quand même l'impression qu'on va peut-être avoir une sorte d'accalmie. Alors, accalmie jusqu'à quand? C'est-à-dire est-ce que ça va devenir un vrai problème si jamais, à l'issue des entretiens que Scott Bessent fait passer auprès de 4 ou 5 prétendants à la succession de Powell, si jamais Trump nomme un successeur officiel en fin d'année, est-ce que ça devient un vrai problème pour les 5 mois de fin de mandat de Jérôme Powell? Et pas que pour Jérôme Powell, j'entends, pour la lisibilité, la clarté de la communication de la Fed. Là, pour le moment, compte tenu de l'imprévisibilité des décisions de la Maison-Blanche, on ne peut pas se prononcer. Mais effectivement, j'ai l'impression que le climat général pourrait inciter le président à ne pas le faire. Mais bon, encore une fois, c'est... parce qu'il y a quand même des choses qui finissent par rentrer, j'allais dire. C'est pas une bonne idée de s'attaquer à l'indépendance de la Fed. Et ça, les marchés pourraient le faire sentir très très vite si ça devait être le cas. Et je pense que ce message est passé malgré tout. L'équation du successeur de Powell n'est pas si évidente, Claudia. C'est-à-dire que je comprends que l'administration Trump ait envie d'une Fed plus dovish, pourquoi pas.
Ça peut se discuter, j'entends, mais pour que le signal d'une Fed plus dovish soit vraiment perçu par les investisseurs, il faut que la personne qui porte le signal soit crédible. Oui, je pense, mais ça, c'est une évidence. Et surtout, la Banque centrale américaine, qui est un peu le benchmark pour beaucoup d'autres banques centrales, et surtout par l'impact que le fait de ne pas être indépendante pourrait avoir sur la Cour des taux américaine et sur les attentes d'inflation sur long terme, et donc sur la performance Bon. des obligations américaines, et donc la performance de l'or et des actifs qui sont défensifs. Je pense, c'est un point important, je pense que la perception d'une perte d'indépendance pourrait faire réagir les marchés de manière tellement importante de pousser l'administration américaine à faire pas en arrière par rapport au commentaire initial. Une forme de Liberation Day Oui. version banque centrale, quoi. Vous avez, disons, le 30 ans qui, une journée prend, j'exagère, hein, 20-30%, 25, 20-30 points de 30 base, points de bien base, sûr. pour avoir tout de suite le coût de refinancement de la dette américaine qui augmente énormément. Et donc, l'administration fait un pas en arrière en disant, mais non, on est en train de faire une erreur. Et derrière, c'est assez intéressant parce que moi, je trouve que dans le fait qu'il y a quelques semaines, le marché a intégré 4, 5, 6 baisses des taux dans un environnement où la croissance reste quand même nominale autour des 5% et on a effectivement, avec une inflation qui reste élevée, intégrer autant de baisses des taux était peut-être un peu trop optimiste dans la partie du marché. Mais je pense que le marché a intégré aussi ce risque des manques d'indépendance C'est ça. et donc une capacité et une volonté de l'administration de pouvoir mettre de la pression pour baisser davantage les taux d'intérêt. Aujourd'hui, on revient sur un niveau d'attente à des baisses des taux qui est plutôt en ligne avec 3-4 baisses des taux, tout à fait en ligne avec les dot plots, et donc avec une économie voilà, qui a un ralentissement sans effondrement. Et on parle des risques management et quand même des taux d'intérêt qui restent autour des 3%, donc un niveau des taux de long terme qui est supérieur à celui du cycle précédent. Donc je pense qu'on est effectivement dans une normalisation de cette perception des pertes d'indépendance de la Banque centrale. Est-ce que ce que vous comprenez de la stratégie de la Fed aujourd'hui, est-ce que ça reste un soutien ou est-ce que ça participe d'un environnement favorable pour la prise de risque et les actifs risqués aujourd'hui, Louis? Bah, les taux sont quand même en zone restrictive, hein, à 4% ou 3,75-4. Ils sont au-dessus d'un taux qu'on pourrait considérer comme neutre. Et on est encore dans une phase de quantitative tightening qui va s'arrêter en 1er décembre. C'est la nouvelle, effectivement, ça va Alors, je ne sais s'arrêter. pas si c'est restrictif, hein, parce que moi, je raisonne le Les nominal. taux, la partie taux. Oui, hein. mais raisonnons le nominal. Vous avez 2,5% de croissance aujourd'hui. On n'est pas encore en ralentissement. Et on a 2,5% d'inflation. Donc, on a une croissance nominale à 5%, avec des taux qui sont entre 3,75 et 4%. En Europe, on a une croissance nominale à 1% de croissance, 1% d'inflation et 2%, et des taux d'intérêt à 2%. Donc, je pense qu'effectivement, on n'est pas dans des taux d'intérêt qui sont en zone restrictive. Maintenant, Powell parle des risk management. En cas de ralentissement macroéconomique, il faut baisser les taux. Mais Et ce ne sera pas 2 ou 3 fois. mais parce que le risque qu'on peut avoir dans les 6-12 mois à venir, c'est un ralentissement de la croissance macroéconomique. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de signal d'effondrement. Il faudra voir le marché de l'emploi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il reste un élément à surveiller de manière importante. On n'a pas de chiffres, mais globalement, quand on regarde les nowcasts, on indique un niveau de croissance sur le PIB qui est très élevé. Oui, effectivement. Alors, restrictif, modérément restrictif, neutre. En tout cas, est-ce que l'idée que la Fed est en action et sera réactive si nécessaire, j'imagine que c'est forcément un soutien pour le marché. C'est un soutien indéniable pour les marchés de voir les taux baisser et d'avoir une Fed qui reste souple en tout cas et prêt à agir si besoin. Ouais, bon, ça fait... quel impact ça a sur la partie longue de courbe là, les baisses de taux, ça va faire baisser un peu les parties longues ou ça peut les faire remonter? Tout dépend ça dépend du effectivement scénario, enfin du de scénario, l'environnement. dans quelles conditions se fera la baisse. Le principal risque du point de vue de Donald Trump, on parlait du renchérissement du coût de la dette, mais c'est aussi le marché immobilier, hein, puisque lui, c'est vraiment sa formation. Hein, Bien sûr. Et c'est un des arguments clés de Myran pour une jumbo cut de 50 points de voilà, base. et il a d'ailleurs dit qu'il faut baisser les taux pour que les gens puissent refinancer leur prêt immobilier et acheter une maison. Ouais. Si on baisse les taux n'importe comment, si je peux me permettre, et que les taux longs montent, évidemment, les gens ne pourront pas refinancer leur maison, et on aura tout perdu. C'est pour ça que j'imagine qu'il y a aussi cette prudence. Après, le niveau de politique monétaire américaine, elle est encore sans doute un
petit peu restrictive si on regarde les différentes versions de la règle de Taylor, mais effectivement pas énormément. La question, en fait, c'est que ça fait 6 ans que la Fed rate son objectif d'inflation par le haut. Ce sera la 6e année. Ah ouais. 2025 sera la, Ouais. la 6e année. L'impression, alors je ne sais même pas si c'est lié à cette histoire d'indépendance ou pas, l'impression c'est que la Fed a un peu plus d'indulgence De tolérance. sur ce petit, J'entends. sur ce petit raté. Bien sûr. Et ce qui me frappe, moi, depuis au moins un an, voire un peu plus, c'est qu'en fait, dans son discours, Powell a oscillé entre on regarde l'emploi ou on regarde L'inflation. l'inflation. Et là, il répète, on regarde l'emploi. Donc finalement, est-ce qu'on se serait trouvé dans une situation tellement différente si Donald Trump ne s'occupait pas de la Réserve fédérale? C'est même pas certain. Mais effectivement, dans les baisses de taux, je suis tout à fait d'accord, dans les baisses de taux anticipées par les marchés, il y avait cette idée, on va avoir un changement total En de la 26. fonction de réaction Ouais, ouais. pour se caler dans ce que veut la Mais c'est Maison assez Blanche. intéressant parce que dans tous les discours qu'on a eu depuis Jackson Hole, c'est vraiment l'emploi et le risk management qui prend le relais sur la politique monétaire. Alors qu'avant, on avait plus cette tendance à dire l'inflation reste élevée, et là, on parle beaucoup de l'emploi. Ouais. Alors que le taux de chômage reste quand même à des niveaux extrêmement bas parce qu'il y a moins d'offres, mais il y a moins de demandes aussi. Parce que dans les statistiques, je crois qu'il y a 2 millions d'emplois qui vont sortir du marché. C'est le curieux équilibre dont il a fini par parler à Jackson Hole en reconnaissant que le risque qu'il a mis en avant, c'est que la demande baisse plus rapidement Que l'offre sur le l'offre. marché du Voilà, travail. ouais. Ouais, ouais. Bon. Parlons de l'Europe. Louis, du point de vue des entreprises notamment, on a parlé des publications des hyperscalers aux États-Unis. On est en pleine saison de publication de résultats et d'activités en Europe pour nos entreprises. Quels sont les enseignements à ce stade? Et là aussi, est-ce que ça vient confirmer, j'allais dire, les paris, ou en tout cas les tendances qu'on a vues s'affirmer sur nos marchés européens, avec des secteurs forts comme le secteur bancaire, le thème industriel, le thème des infras, le thème de la défense, bien sûr. Est-ce que ces thèmes-là restent intacts au moment où on se parle avec les publications qu'on a pu avoir? Alors déjà, ça vient confirmer qu'il y a deux ambiances des deux côtés de l'Atlantique. Ouais. Puisque les États-Unis comme l'Europe ont en gros ont vu publier la moitié des sociétés de leurs gros indices. Les sociétés du S&P voient une croissance des BPA publiés de 14%. Ouais. Une croissance des BPA en Europe pour le stock 600 de 6%. Et si on regarde l'Europe, la croissance du chiffre d'affaires, elle est nulle. Elle est à zéro. Comment on va atterrir à la fin de l'année, le Q4, qui manque toujours de visibilité, alors qu'on est dedans. Ce qu'on retient depuis plusieurs trimestres, plusieurs semestres, c'est que les chefs d'entreprise manquent cruellement de visibilité. Et en tant qu'investisseur, on en manque aussi. Donc, Bien sûr. Bon. Et en termes d'investissement, on parlait des alternatives ou du besoin de les banques, ça marche très bien. Ouais, et ça, les banques, ça marche très bien. Et on garde. La tech, ça marche, on garde. D'accord. Les banques, on garde. Ouais. La tech, on garde. Ouais. La défense, ça a pris pas mal d'avance. Et c'est l'industrie, la défense. Donc, on a une séquence de croissance des BPA qui s'étale beaucoup plus dans le temps, qui est beaucoup plus lente. Une société leader en Allemagne, comme l'est Rheinmetall, quand elle inaugure autour de l'été, cet été, son usine, sa nouvelle usine ultra technologique d'obus, en grande pompe, pour devenir la plus grosse usine européenne fabricante d'obus. Elle annonce 25 000 obus sortis d'usine cette année, 140 l'année prochaine, 325 dans 2 ans. Il y a une montée en charge sur plusieurs années. C'est de l'industrie, la défense, ça prend du temps. Ouais. Il y a beaucoup de flux aussi sur la thématique, mais il y a des croissances des BPA qui sont très, très importantes attendues. Est-ce qu'il y a l'idée d'une rotation derrière ces thèmes-là qui sont encore intacts? J'entends, on évoquait la santé par exemple tout à l'heure. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des thèmes plus défensifs? Alors nous, on est revenu sur la santé. Ouais. On était un peu éloigné. On a toujours de la défense et on a banque, tech, puis l'industrie. Quand on la choisit bien, ça marche Ça bien paye aussi, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est devenu gros. Claudia. Il y a un facteur peut-être qui pourrait soutenir un tout petit peu le marché européen, qui est plutôt un marché cyclique par rapport à des autres marchés. C'est le fait de voir tous les indicateurs des productions industrielles, manufacturières
qui se retourne tout doucement après avoir été en contraction pendant plusieurs années. Alors, les données publiées aujourd'hui sont encore surprenantes parce qu'on voit encore l'Allemagne qui reste très en retard, mais je ne sous-estimerai pas l'évolution des PMI Un très bon point. manufacturiers en Europe, parce que ça a été historiquement le facteur des performances positives C'est en un Europe. très bon point et c'est encore plus vrai pour les plus petites sociétés, les petites et moyennes cap, quand on est en période d'expansion, donc un PMI. Il y a une bonne corrélation entre le PMI manuf et les on a small une caps. excellente corrélation. Excellente Honnêtement, corrélation. c'est une excellente corrélation. On a fait un passage au-dessus de 50, on est revenu un Ouais, petit on peu en aurait dessous. venu, Aïe. Ouais. Moi, je regarde beaucoup, je regarde tout ce qui est les ordres, en fait, que ce soit sur l'Allemagne, tout le manufacturier, parce que historiquement, c'était un indicateur avancé de la croissance des profits. Et si on a un retournement, on pourrait venir sur la croissance des profits à 2 chiffres. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ce sera le sujet du dernier quart d'heure aussi, hein, l'Europe et la BCE. On va en parler avec une de vos consoeurs, Nathalie. Mais qu'est-ce qu'on peut dire du cycle européen? Et ma question sur l'Allemagne, c'est est-ce qu'on a des chances, de bonnes chances, d'être surpris à la hausse par ce que va délivrer l'Allemagne et les résultats que l'Allemagne pourra tirer de son plan, les résultats économiques de son plan de relance? Les enquêtes d'activité sont meilleures qu'attendues. Les PMI ont été cités. Aujourd'hui, on a eu l'enquête de la Commission européenne avec également un rebond de cet indice sur des niveaux assez significatifs. Les commandes à l'industrie sont fortes. Donc oui, nous on estime effectivement que l'Allemagne pourrait faire mieux que ce qui est attendu. Alors, Et que ce qu'elle projette elle-même, hein, ils sont toujours un peu conservateurs, voilà, on va dire, sur leur... conservateurs. Il y a aussi des habitudes. Oui, c'est dur pour des Allemands de dépenser autant, mais voilà. Et sur la croissance, pour le moment, alors les chiffres sont meilleurs qu'attendus, mais pour le moment, c'est surtout paradoxalement, compte tenu de la situation, le commerce extérieur qui a l'air de tirer un petit peu l'activité, alors Plus que la demande intérieure. Plus que la demande en France. La demande intérieure du côté de l'investissement, ça va, c'est une bonne nouvelle. La consommation, elle fait 0,1 depuis 2 ou 3 trimestres, donc très peu. Donc ça reste à creuser, mais il faut reconnaître que depuis l'été, on a plutôt des bonnes surprises du point de vue économique sur la zone euro. Qu'est-ce que ça implique pour la BCE et quel sera le prochain mouvement de la Banque Centrale Européenne? Voilà, le débat entre les économistes, c'est ce qu'elle va baisser. Nous, on pense qu'elle va baisser, pas cette année, pas d'ici la fin de l'année, mais qu'elle pourrait baisser en tout cas. Pourquoi? Parce que l'inflation, malgré ces bonnes nouvelles, l'inflation devrait en toute probabilité passer sous 2% et y rester peut-être plus longtemps que prévu. Les éléments sont un petit peu mécaniques, hein, c'est la force de l'euro, c'est des prix du pétrole qui sont relativement bas, et puis c'est quelque chose qui a été évoqué par, alors peut-être pas par Christine Lagarde elle-même, mais dans le comité, dans ce qu'elle lit au début, sur cette histoire de... Alors elle n'a pas cité la Chine, mais elle a cité des pays avec d'importantes surcapacités de production qui pourraient exporter plus largement vers la zone euro, sachant que les coûts, le prix des importations en provenance de Chine et des importations dans la zone euro en provenance de Chine a déjà singulièrement baissé. Donc c'est une sorte d'inflation exporté de Chine et importé. Et un risque de désinflation pour la zone euro et l'Europe aujourd'hui. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Nathalie Benatia, macroéconomiste chez BNP Paribas Asset Management. Louis Albert, directeur de la gestion action d'Oris Gestion. Et Claudia Panseri, directrice des investissements d'UBS France, étaient en plateau avec nous.